Bienvenue sur RCF. Pour clore la lecture donc de J'irai jusqu'à la mer de Laurent Haas, je vous propose de vivre un échange avec l'auteur et donc Marcheur que j'ai pu rencontrer donc à Paris. Laurent Haas, vous habitez donc en région parisienne. Peut-être est-ce également votre région d'origine et vous travaillez dans le domaine du cinéma et de la télévision. Et en quoi cela consiste-t-il aujourd'hui pour vous au quotidien finalement ? Vous voulez dire mon métier ? Oui. Déjà, je vais rétablir une vérité. Je ne suis pas originaire de la région parisienne, mais comme beaucoup de personnes, pour raisons professionnelles, j'ai dû m'approcher de la capitale. Mais je suis originaire de l'Est de la France, de Lorraine plus précisément. Et donc, en quoi constitue mon travail ? Eh bien, je suis avant tout réalisateur pour la télévision et le cinéma, réalisateur de films documentaires et de captation de spectacle vivant. Et c'est via le documentaire en fait que je suis venu à la marche et à l'écriture de ce film, puisque le voyage dont il est question dans J'irai jusqu'à la mer, avant d'être un livre, c'était un film tourné à la première personne qui retrace ce voyage et ses rencontres. Il y a une dizaine d'années, vous élancez à pied depuis les premiers kilomètres pyrénéens. Et pourquoi les Pyrénées finalement en fait au départ ? Pourquoi être parti du sud plutôt que du nord ? C'est ça la question ? Pourquoi ce sens-là finalement du sud vers le nord et pas l'inverse ? Alors, en fait, le trajet et l'itinéraire avaient peu d'importance. Ce qui m'importait, c'était vraiment d'éprouver mon corps, de me ressentir à nouveau vivant après un accident, après un traumatisme, et de faire connaissance avec le pays qui m'a vu naître et où j'avais failli mourir. Donc j'ai vraiment, de manière très naïve, avant de partir, j'ai déplié une carte de France au sol, ici, là, chez moi, et puis j'ai tiré une ligne droite sur cette carte, qui va donc du sud au nord, ou du nord au sud, comme on veut, et je me suis dit, voilà, ce sera l'itinéraire. Ça pourrait être autre chose, mais la ligne droite me permet d'avoir ce fil d'Ariane à suivre tout au long du parcours. Alors après, pourquoi avoir démarré par les Pyrénées plutôt que par la mer du Nord ? Parce que en tant que marcheur inexpérimenté, je voulais commencer par ce que je supposais être le plus difficile, à savoir les dénivelés pyrénéens. Je voulais être en pleine forme au début, et puis en partant du sud et en allant vers le nord, ça voulait dire que mon chemin s'arrêterait quand j'aurais les pieds dans l'eau dans la mer du Nord. Oui. Donc au niveau de la symbolique, ça me plaisait bien de traverser dans son intégralité le territoire et de s'arrêter là où le territoire s'arrête également. Dans le sens, je serais arrivé à la frontière espagnole et j'aurais pu poursuivre ma route jusqu'à Barcelone et puis bien plus loin ensuite, quoi. Et donc, tel un oiseau migrateur, vous partez, mais là, vous partez finalement à la rencontre de l'hiver quand même. Parce que c'est en hiver. C'est en hiver. Je suis parti mi-novembre et je suis arrivé mi-février. J'allais plus à la rencontre de moi-même et des gens que j'allais croiser sur ma route, plus que de l'hiver. L'hiver l'automne et l'hiver, pour moi, avait ce grand intérêt de me permettre d'être seul sur les sentiers et de ne pas croiser de touristes, de vacanciers. Je voulais que ça soit un rendez-vous avec la France profonde, sans connotation péjorative du tout dans ce que je dis. Donc un vrai rendez-vous avec la nature et les paysages, et puis avec les autochtones, les gens qui vivent dans ces paysages, qui sont ancrés sur place, et non pas le touriste qui est venu là passer quelques jours de vacances, quoi. Donc en fait, c'est une recherche un peu de solitude sur la route et de retrouver les habitants du lieu, du cru, si l'on peut dire, dans nos régions, dans nos départements français, sur cette méridienne que vous avez traversée. Et cette ligne droite, finalement, pourquoi ça aurait pu en être une autre ? Ça aurait pu être un Nice-Brest ou un Saint-Jean-de-Luz, Strasbourg, ou je sais pas où. Derrière vous, il y a Paris, où vous travailliez, j'imagine, à l'époque. Bon, il y a un accident, mais il y a aussi le confort quand même, quoi. Et devant vous, c'est l'inconnu, l'inconfort, le froid, parfois la pluie. Bon, il y a aussi la lumière, je crois, qui vous a marqué durant cet hiver. En même temps, il faut relativiser, même s'il y a des déserts en France, des déserts culturels ou autres, c'est pas un pays désertique, donc il n'y avait pas cette mise en danger qu'on peut laisser entendre quand on part à l'inconnu dans d'autres contrées beaucoup plus hostiles ou austères. Donc je quittais volontairement et délibérément mes habitudes et mon petit confort bourgeois ici, mais parce que j'en avais besoin, justement. C'était une nécessité, parce qu'à un moment dans ma vie, cette vie confortable n'avait plus beaucoup de sens, et donc j'avais besoin de retrouver du sens. En fait, c'est une quête de sens. Voilà. Vous partez donc seul, j'allais dire qu'un peu comme un funambule sur un film, et un fil conducteur en fait. Le fil conducteur, celui qu'on sent à travers la lecture de votre ouvrage, c'est la rencontre des habitants.
Un peu comme j'ai pensé à ça, je pensais à Jean Raspail dans Qui se souvient des hommes, Pêcheur de lune. Là. Il part, il raconte dans ce livre les rencontres qu'il fait, peut-être que vous le connaissez. Et voilà, il cherche ses habitants, vous cherchez les habitants de nos villes, de nos villages, des bourgs, des différents hameaux dans lesquels vous passez, il y a des mots qui vous ont marqué. Il y a aussi les routes, les champs. Et à tous, donc, vous posez cette question. Finalement, c'est cette question, la ligne conducteur du livre, c'est pour vous, que je rencontre là, pour vous, c'est quoi le bonheur ? Et je me suis posé cette question tout simplement, au fond, pourquoi cette question ? Parce que c'est le mot magique, bonheur, c'est-à-dire qu'on l'emploie tous, puis personne n'est capable d'en donner une définition ou une définition universelle qui s'irait à tout le monde. Chacun a sa définition du bonheur. Donc c'était un peu... Pour moi, c'était le Graal dans ce voyage, c'était la carotte qui me faisait avancer, et c'était le mot magique qui ouvrait les portes des inconnus devant chez qui je passais, quoi. Donc pour toutes ces raisons, oui, le bonheur était en ligne de mire dans ce voyage, et aussi parce que, comme je disais précédemment, j'avais besoin de me retrouver, de me reconstruire à la suite d'un accident, de me sortir d'une déprime ou quelque chose dans ce genre-là, je sais pas comment l'appeler. Effectivement, j'avais perdu le sens du bonheur. Voilà. Donc, l'ayant perdu, je me disais peut-être que tous ces inconnus que je croiserai sur ma route auront des éléments de réponse qui m'aideront à me retrouver mon bonheur. Ouais. Et donc cette question, vous l'aviez déjà avant de partir marcher, ou vous vous êtes dit vous aviez déjà prévu cette marche, déroulé votre carte et fixé l'itinéraire, et vous avez dit il me faut quand même une question, ou il me faut une raison, ou cette question vous l'aviez déjà avant toutes ces étapes de préparation de la route ? Je l'avais avant. C'est vraiment, sans rentrer dans les détails, mais sur mon lit d'hôpital après l'accident, et il y a une période où je ne savais pas si j'allais être à nouveau en état de marcher. Je me suis dit, si un jour je remarche, je ferai pas semblant, je ferai une vraie longue marche. J'étais pas marcheur avant, je suis pas randonneur, je suis pas sportif. Donc je me suis dit, je ferai, si je remarche, je ferai une vraie longue marche. Et le cinéaste documentariste que je suis, qui traite des sujets graves et douloureux depuis des années, se dit, si je me sors de cet accident et que je reprends mon activité de cinéaste documentariste, j'aimerais bien m'intéresser au bonheur plutôt qu'au malheur. J'ai fait des films sur des sujets pas drôles du tout, jusqu'à présent. Parce que la télé le demande aussi, la télé est friande de malheur. Oui. Et je saturais un peu de cela, et donc je me disais j'aimerais bien un jour faire un film sur le bonheur. C'était juste une envie de ma part. Et donc là j'ai réuni les deux envies, l'envie de marcher et l'envie de questionner le bonheur. Le tour du monde en 80 jours, c'était Jules Verne. Sur la même période à peu près 80 jours, peut-être un petit peu plus, pour vous ce fut une traversée de la France en méridienne. Et je me suis demandé quand même à la lecture de votre livre si on a l'image de cette ligne droite là qui part des sommets pyrénéens jusqu'à cette mer du Nord. Mais est-ce que c'est pas finalement un tour du monde quand même, mais un tour du monde du bonheur, un tour du monde des réponses que quiconque pouvait vous donner et que vous transcrivez dans ce livre en fait, parce qu'on passe dans une variété de réponses qui est autant égale à la diversité de personnes que vous rencontrez finalement. Est-ce que c'était pas finalement une ligne droite, mais qui incarnait un tour du monde, la réponse qu'on pouvait avoir à cette question du bonheur, du moins de ce qu'il représente, de ce qu'il signifie, ou comment il se représente pour les personnes que vous avez vues ? Évidemment, chaque rencontre pouvait pas être un émerveillement, ouais. Donc il y a des redites, il y a des répétitions, mais c'est normal, et c'était prévisible. Ça fait partie du jeu, je veux dire. Ouais. Après, est-ce que ces 3 mois de marche et ces dizaines et dizaines de rencontres et dizaines de points de vue autour du bonheur m'ont fait faire un tour du monde? Ils m'ont fait faire un très très beau voyage, mais j'ose espérer, et j'ai l'intime conviction qu'en faisant un tour du monde, on aurait encore d'autres pensées, d'autres réflexions et d'autres points de vue sur le bonheur, parce que je suppose qu'on ne met pas le bonheur au même endroit en Occident et puis en Asie par exemple, ou au fin fond de la brousse africaine, quoi. En revanche, ce qu'il y a de très beau et de très encourageant de mon point de vue, c'est que
Grâce au film, le film fait donc autour de ce voyage, un film qui s'appelle Le bonheur terre promise. Le film a été sélectionné dans de nombreux festivals partout à travers le monde. Et donc je l'ai accompagné à chaque fois que c'était possible. Et je me suis rendu compte que pour mon plus grand bonheur, il n'y a rien de plus universel que le bonheur, justement. Ouais. C'est-à-dire que la vision de l'existence et du bonheur, version retraité du Cantal ou jeune de banlieue parisienne, parler à un autre jeune au Kazakhstan ou à un retraité au Chili, quoi. Ah, ouais. Et ça, c'est très rassurant, quoi, de se rendre compte qu'on fait partie de la même communauté, des hommes, quoi. Voilà, des hommes et des femmes sur cette planète. Et donc le film a été traduit ? Oui, le film est traduit en 5 ou 6 langues, quelque chose comme ça, et il a été vu sur à peu près tous les continents, et j'en suis très content parce que c'est le voyage qui continue, quoi, en fait. C'est ça. C'est le voyage qui continue. Sauf que c'est plus à pied, c'est avec des moyens motorisés, le train, l'avion ou la voiture pour me rendre dans tel ou tel festival ou dans telle ou telle projection, mais je prolonge en fait le bonheur de la rencontre, de la découverte et du partage, quoi. Et vous continuez à le suivre, ce film aujourd'hui, il continue à vivre dans certaines salles, dans certains pays, dans certains festivals. Alors beaucoup. Il date de 2011. Ouais, le film date de 2011 et évidemment on est en 2017 et les films c'est un peu comme les yaourts, il y a une date de péremption, même si on peut redécouvrir le film quelques années après. Il a beaucoup tourné ces dernières années, maintenant nettement moins, mais il m'arrive encore de répondre à l'invitation d'un festival ou d'un cinéma en province ou d'une médiathèque qui organise une projection parce qu'ils font une thématique autour du voyage ou autour du bonheur. Et où peut-on le procurer sinon le film ? Alors le film dans toutes les bonnes médiathèques et sinon sur internet en tapant mon nom ou le titre du film, Le bonheur terre promise, sur internet on tombe sur des plateformes qui proposent le DVD ou qui proposent le film en VOD. Et justement, vous avez parlé un peu de ce bonheur un petit peu qui se retrouvait dans les réponses et dans les appréciations des uns et des autres à travers le monde. Mais finalement, aujourd'hui, si on vous retournait cette question pour vous aujourd'hui, c'est quoi le bonheur ? Qu'est-ce que vous répondriez ? Alors cette question, on me la pose... J'imagine. À chaque fois que je vais présenter le film quelque part, c'est normal et légitime qu'on me la pose puisque je l'ai posé à tout le monde tout au long du parcours. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je présente le film ou le livre, on me retourne la question, ce qui est normal. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire que j'ai pas voulu préparer une réponse toute faite qui fonctionnerait dans quel que soit le contexte. Et qu'est-ce que c'est que le bonheur pour moi ? J'ai pas la réponse. Mais c'est ça qui est rassurant parce que ça m'invite à continuer à le chercher, donc à continuer d'avancer. Ce voyage m'a pas permis de trouver le bonheur, c'était la carotte, mais c'était pas censé être le bonheur, était pas un objet magique qui m'attendait sur la ligne d'arrivée. Ça m'a permis en tout cas de trouver une forme de retrouver une forme de paix et de sérénité, ce voyage. Et aussi bien la paix que la sérénité sont constitutifs de mon bonheur et du bonheur en règle générale, je pense. Donc ce sont des étapes vers mon bonheur, voilà. Et si on revient donc à cette épreuve physique simplement qu'est la marche à pied en l'occurrence, qu'est-ce que cette action de marcher, de mettre un pas devant l'autre et de recommencer de façon éternelle quasiment durant ces 80 jours vous a apporté ? Pourquoi du coup ce besoin de marcher et pas de prendre un autre moyen, que ce soit le vélo ou même le train ou même le stop, il y en a qui font le tour du monde en stop. Pourquoi vraiment cet exercice particulier de la marche ? Était-ce juste un rapport au corps que vous retrouviez, le fait de se déplacer sans autre moyen de locomotion finalement, sans autre moyen technique, si ce n'est qu'une paire de chaussures et un bâton ? C'est vraiment un rapport ce qui m'intéressait, c'était le rapport au corps, toujours consécutif à l'accident et au fait d'avoir perdu momentanément une partie de mes fonctions, avoir perdu la motricité. Donc il y avait cette importance de se réapproprier son corps, et puis le grand intérêt de la marche, c'est aussi faire l'expérience de la lenteur. Tout va trop vite dans le monde moderne et on en a tous conscience, et 4 km/h à mon avis c'est la bonne vitesse pour apprécier un paysage, pour apprécier une rencontre, pour ne pas être téléporté d'un point à un autre.
Vous avez évoqué le vélo. Il se trouve que l'accident que j'ai eu, je l'ai eu en vélo. J'étais en vélo, je me suis fait faucher par une voiture. Du coup, j'ai maintenant une espèce de phobie du vélo et je suis définitivement fâché avec les voitures. Donc, je voulais pour ce voyage bannir tous les déplacements motorisés. Voilà. En partant, je m'étais dit, je vais peut-être mettre, ça peut durer 3 mois, 3 ans, je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que du début à la fin du voyage, si j'arrive jusqu'à la fin, je n'utiliserai que ma paire de chaussures comme moyen de locomotion, quoi. Et mes jambes, mes petites jambes. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous repartiriez comme ça? Est-ce que vous avez cette expérience ou vous en a-t-elle créé d'autres? Est-ce que c'est un désir? Ou au contraire, est-ce que non, vous avez fait ça et puis vous partez sur d'autres projets et la marche, pourquoi pas, mais dans très longtemps ou alors plus jamais? Alors, en termes de projets, pour ce qui est de projets cinématographiques, j'en ai d'autres sur lesquels je travaille actuellement qui n'ont rien à voir avec le bonheur et la marche. Pour ce qui est de l'écrit également, je suis en train d'essayer de mettre le point final à un manuscrit qui est un roman, une fiction. En revanche, des envies de voyage et de voyage à pied, oui, ça j'en ai. Avant de commencer cette interview, on parlait du GR20. Voilà, il y a des choses aussi simples et aussi proches que ça. J'ai pas forcément envie d'aller traverser le Ténéré, mais prendre son sac à dos et partir une semaine ou deux dans la campagne française ou la montagne française. Oui, ça me taraude, ça me titille. Je partirais bien avec quelqu'un en revanche. C'est vrai que la solitude était primordiale dans J'irai jusqu'à la mer. Maintenant que je me suis retrouvé, j'aimerais bien partager en fait le voyage avec quelqu'un d'autre. Et vous savez avec qui, ou vous savez déjà à qui vous proposeriez, ou peu importe la personne et vous prendriez le premier qui voudrait faire le même itinéraire que vous à la date convenue? Non, je pense qu'il faut partir avec des gens qu'on aime, donc effectivement pour se retrouver dans un autre contexte que le contexte du quotidien, quoi. Parce que c'est quand même un exercice où il me semble que les personnalités s'affirment quand même, surtout dans l'épreuve, la difficulté, le froid parfois. On peut être sans doute à fleur de peau et il faut être capable d'endurer cela, plus les tempéraments de l'autre avec qui on marche. Oui. Donc depuis la fin de cette aventure, parce que c'en est une quand même, qu'elle soit d'ordre physique ou d'ordre relationnel. Vous avez repris un métier, un logement, enfin votre logement, une vie ici. Mais depuis tout cela, quelles images demeurent aujourd'hui encore pour vous à travers ce qu'on peut lire nous dans ce livre? Mais y a-t-il des images, des personnages, des rencontres, des places de village qui vous demeurent plus que d'autres, qui demeurent ancrés, qui le seront encore longtemps? Il se passe pas une seule journée sans que je pense effectivement à ce voyage, à des endroits et surtout à des personnes également croisées lors de ce voyage. Alors que ça date maintenant, tout ça commence à faire. Mais le fait que ce soit des souvenirs forts, et puis le fait de l'avoir filmé, donc d'avoir travaillé ensuite au montage avec toute cette matière filmique, donc d'avoir revu les personnages à travers l'écran dans la salle de montage, le fait d'avoir reconvoqué des souvenirs en écrivant ce livre par la suite, j'ai vraiment l'impression qu'ils m'accompagnent tous les jours, tous. La petite dame en Ariège, aussi bien que les personnes dans le café, dans la Beauce ou sur la ligne d'arrivée, enfin à Malo-les-Bains, à côté de Dunkerque, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont dans mon quotidien comme si on s'était quitté hier. D'ailleurs, c'est marrant que vous me posiez cette question. Il y a 3 jours, les hasards de la vie font que je me suis retrouvé au même endroit et au même moment que quelqu'un que j'avais croisé sur ma route à Amiens. Voilà. Oui. On ne s'était pas revus depuis. C'était à Paris. Il y a 3 jours, on s'est croisés à Paris par hasard. On ne s'était pas revus depuis qu'on s'était croisés à Amiens il y a des années de cela, et qu'il m'avait vu passer devant chez lui avec mon gros sac à dos. Et vraiment, on a poursuivi la conversation comme si elle avait commencé 1 heure avant, quoi. Alors qu'il s'est écoulé des années. C'était dans la rue comme ça à Paris, par hasard, ou il vous a reconnu tout de suite et vous aussi? Non, c'est un peu plus compliqué que ça, enfin un peu plus compliqué, un peu plus précis, c'est-à-dire que je travaillais
mon autre métier de réalisateur, je travaillais sur un festival de musique en tant que réalisateur pour les écrans du festival, et lui travaillait sur ce même festival en tant que technicien son. Il accompagnait un des groupes qui se produisait dans ce festival, voilà. Et donc on s'est croisés dans les espaces réservés aux techniciens du festival, et j'ai sans doute vieilli physiquement, et lui aussi, il a maintenant une grosse barbe grisonnante qu'il n'avait pas à l'époque, mais vraiment, voilà, on s'est vus, on s'est reconnus, on s'est fait la bise, et puis on s'est donné des nouvelles comme si on était des proches, quoi. Ouais. Alors que dans la réalité des faits, on a passé 1 heure ou 2 heures ensemble en 2008. Voilà. Oui, voilà. Au niveau de la géographie, quelle région, quelle vallée, quel village vous ont peut-être le plus marqué et vous marquent encore? Est-ce que vous êtes aussi retourné dans certains lieux, pas de façon fortuite, mais exprès? Et de même, en dehors de cette rencontre, là, à Paris, est-ce que vous êtes allé revoir certains habitants que vous connaissiez peut-être déjà avant cette marche, mais certains que vous n'avez connus que là? Alors j'en ai revu certains parce qu'ils ont eu la gentillesse de venir voir le film, oui. Quand le film était projeté proche de chez eux. Oui. Et donc on s'est revus à l'occasion de projection, et c'était à chaque fois un réel plaisir parce que une fois n'est pas coutume, je pouvais les faire monter aussi sur scène et dire voilà, ça a beau être un documentaire, ce ne sont pas des comédiens, mais des personnes que vous avez vues à l'écran sont dans la salle, et donc si vous avez des questions à leur poser, amis spectateurs, n'hésitez pas. Et donc voilà, il y a eu des séances en présence et du réalisateur et des protagonistes, de certains protagonistes du film. On veut bien vous croire, Laurent Haas, parce que cette joie de ces rencontres se lit sur votre visage au moment où nous parlons. Et d'ailleurs, votre livre qu'on a ici, là, regorge donc de personnages, d'accueil et de nuits assez éclectiques pour certaines. Moi, de mon côté, j'ai noté Shining Hotel. J'ai noté le campement indien qui m'a fait rire. J'ai noté aussi la simple profondeur, ou la profondeur très simple du frère Martin. Je pense aussi à une mère qui est veuve et mère d'enfants handicapés, trisomiques. Je pense aussi à Albert et la maison de Meunier. Je crois que c'était lui qui dit que la restauration d'une maison est plus belle que la fabrication d'une maison, parce que c'est comme une résurrection. Ça m'a marqué. On touche du doigt un domaine quand même particulier de la foi, mais c'est vrai que cette citation est très belle. Je pense évidemment à Marco, l'ornithologue, qui lui vit vraiment cette vie dans un bonheur qu'il a, j'allais dire, à portée de... Enfin, il le touche du doigt, mais il le touche au contact de la nature et des oiseaux qu'il voit. Et puis, je pense aussi à 2 autres personnages. Le dernier patron de café, évidemment. Parce que au début, quand on arrive à ce chapitre-là, j'ai pensé, moi en tout cas personnellement, que le titre était une phrase qui vous avait été donnée ou dite par un ami. Et en fait, non, on s'aperçoit que c'est ce simple caféiste, mais qui relève aussi d'un accident grave, très grave, et qui vous enjoint de y aller et de finir votre périple, quoi. Vous êtes sur la fin, et comme s'il fallait une dernière motivation, et que vous la trouviez finalement dans la présence humaine qui était tout à fait inattendue finalement. Et la dernière personne que j'ai pu relever, c'est un certain Jean. Vous arrivez chez lui, est-ce que c'est le père d'un de vos amis, dans le sud de Paris, donc vous n'êtes plus tellement loin de chez vous. Et ce monsieur vous emmène sur une tombe. La tombe d'Andrei Tarkovsky. Alors là, c'est peut-être à moi de vous remercier, parce que grâce à vous, j'ai découvert qui était ce réalisateur, ce cinéaste russe. J'en avais entendu parler par une autre amie qui est musicienne, professionnelle. Et en fait, grâce à votre rencontre, finalement, nous faisons énormément d'autres rencontres, en fait. On se rend compte déjà de qui habite ce pays, de son passé, de sa région, des différentes mentalités qu'il peut y avoir entre nos régions, selon la géographie qu'elles ont. Et puis voilà, ces rencontres et cette participation à la culture, finalement. Quelle était votre réaction quand, malgré votre fatigue, et que ce monsieur vous emmène sur la tombe d'un réalisateur que je crois que vous admirez? Absolument, j'admire Tarkovsky. Mais en fait, ce monsieur m'a emmené dans le cimetière russe de la commune où il vit. Comment s'appelle cette commune? C'est Sainte-Geneviève-des-Bois. Ah oui. Et il y a un magnifique cimetière russe. Une église à bulbe, je crois.
Absolument. Et il m'emmenait là, non pas pour me montrer la tombe de Tarkovsky, mais pour me montrer sa tombe. Ah oui. Il a des membres de sa famille qui sont enterrés là, et il a déjà prévu son emplacement pour lui et sa femme, qui nous a quittés récemment d'ailleurs. Et c'est en déambulant dans les allées du cimetière que, à ma grande surprise, je le suivais lui, et que je vois sur une des tombes le nom d'Andrei Tarkovsky, que je vénère, que j'admire, dont les films sont pour moi des exemples et des moteurs, et qui est un cinéaste et un philosophe, et qui a plein de questions autour du sens de la vie et du bonheur qui traversent toute sa filmographie. Donc il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la magie, ou de la magie du hasard à ce moment-là, effectivement. Parce que lui, ce monsieur Jean, ne connaissait pas Tarkovsky, si ça se trouve. Non. En revanche, il m'avait effectivement emmené sur la tombe de Nureyev ou d'autres Russes plus connus que Tarkovsky. Qui se trouve là aussi ? Également, oui. Ah. Oui. Parmi les 7 longs métrages de Tarkovsky, lesquels, là on diverge un peu, mais lesquels vous marquent le plus, peut-être au regard de La Marche finalement, parce qu'il y a quand même dans ces films-là, même si je ne les ai pas encore tous vus, mais ça sera bientôt le cas, il y a quand même une dimension, une relation à l'espace, à la géographie, à l'eau, tout le temps dans ces films, à la nature. Je pense à l'enfance d'Ivan, on voit ces soldats parcourir une forêt immergée, des forêts de bouleaux, ne plus savoir qu'en faire. Solaris, où on voit finalement une planète océan complètement recouverte d'un océan, et ce rapport un peu à l'espace. Dans le miroir, il y a toujours un rapport au feu, on voit cette famille un peu dans la campagne. Et puis évidemment Stalker, où là c'est une traversée sur un wagon, il me semble, de certaines zones à la fois urbaines au départ, un peu de banlieue, sordide, et puis pour arriver dans un cadre naturel qui est assez incroyable, dans lequel... Donc voilà, il y a un rapport à la nature, et est-ce que c'est une image qui vous a traversé après avoir vu cette tombe lors de votre marche après ? Est-ce que vous avez pensé un peu à ces éléments des films qui peuvent nous marquer ? Je crois que j'y avais pensé avant, parce que depuis que je m'intéresse au cinéma, je suis admiratif des films de Tarkovsky, et effectivement, il y a une beauté plastique de chaque plan qui invite à se poser les bonnes questions quand on prend une caméra en main aussi. Et donc je dis pas que je sortais la caméra de mon sac à dos en me disant je vais faire un plan à la Tarkovsky, mais j'essayais d'avoir le souvenir de son regard et de son intelligence, oui, effectivement. Parmi toute sa filmographie, oui, Stalker reste le monument absolu pour moi, quoi. Ouais. Donc j'ai pas voulu faire du Stalker ou à la manière d'eux, mais en tout cas, oui, ça fait partie des grands modèles qui m'invitent à réfléchir au sens d'une image. Pour finir, auriez-vous un dernier mot, une dernière idée, un message à faire passer peut-être aux auditeurs, si jamais il y en a certains qui se posent des questions depuis peut-être longtemps aussi, La Marche, pourquoi, ou alors pourquoi pas moi ? Peut-être certains se posent des questions de partir marcher et ont peut-être des freins qui les bloquent, que ce soit physique, que ce soit d'ordre pécunier, puisque ça demande aussi quelques subsides pour payer les hôtels, payer les gens qui peuvent vous accueillir, se nourrir aussi, ou simplement d'ordre du temps, parce que la vie quotidienne reprend le dessus et qu'il faut peut-être s'affranchir de ça pour se donner du temps, mais qui n'est certes pas perdu, mais est-ce qu'il y aura un encouragement à... Le mot de la fin, du coup, je vais le laisser à René Char. Très longtemps, justement, avant de partir, devant mon bureau, j'avais punaisé au mur une pensée, ou un aphorisme, je sais pas comment dire, une pensée de René Char. Et cette phrase est toute simple, c'est « Il n'y a pas de moyen pour faire le premier pas, il faut le faire ». Voilà. Il n'y a pas de recette. Et c'est valable le premier pas de la marche, mais n'importe quel premier pas dans l'existence, quoi. Et c'est cette phrase-là, oui, qui m'a aidé à franchir le pas, à franchir le cap, un jour à me dire j'ai le confort, la maison, le travail et tout ça. Qu'est-ce qui peut me motiver à me dire je romps avec tout ça pour partir dans l'inconnu de ce voyage? René Char m'invite à le faire simplement parce que au fond de moi j'ai envie de le faire. Donc c'est grâce à René Char, on va dire, que j'ai acheté l'aller simple du train de nuit qui m'a amené en Espagne et la boussole qui m'a dit maintenant faut remonter à pied plein nord, quoi. Laurent Haas, merci tout simplement. Merci beaucoup.